Et j'étais très heureuse d'entendre que vous avez souvent mentionné le droit de l'être humain, parce que j'en ai un peu assez d'entendre toujours, et les Anglais là-dessus, human beings. Le jour où vraiment on parlera en France du droit de l'être humain, et plus du droit de l'homme, hein, même avec un grand H, comme on dit, je serai heureuse. Voilà. Et donc j'ai apprécié que vous disiez justement défense de l'être humain. Voilà. J'ai probablement, comme beaucoup de gens dans la salle, apprécié effectivement la mise en perspective de l'état de la laïcité dans certains pays. On a appris beaucoup de choses grâce à vous. J'aimerais savoir ce qu'il en est du droit au blasphème dans les pays européens. C'est quand même un volet important. Oui, alors le droit au blasphème, la recommandation du Conseil de l'Europe comme de l'Union européenne, c'est d'y renoncer. Et c'est un recul. Donc il y a des pays qui l'avaient et qui... c'est généralement, à quelques exceptions près, en Grèce, il a été mis en... malheureusement, il y a eu une plainte pour blasphème il n'y a pas si longtemps que ça. Mais les tribunaux européens, que ce soit la Cour de justice européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, n'ont pas très envie d'entendre ça et ne vont pas légiférer dans ce sens-là, même s'il y a encore des reliquats dans certains droits nationaux. Il faut encore, je dirais, insister auprès des pays qui ne l'ont pas fait pour qu'ils abrogent définitivement ces reliquats d'un passé dont plus personne ne veut en Europe. Enfin, sauf quelques intégristes, bien sûr. Bonsoir. Merci pour votre intervention. D'abord, la séparation des églises et de l'État, la laïcité, je pense qu'il n'y a pas 36 façons de voir la laïcité, même si on va me dire que je suis intégriste. La laïcité, il y a une forme, c'est la séparation des églises et de l'État, mais quoique, maintenant, pour ne pas avoir d'amalgame, qu'il y avait telle religion n'existait pas avant, on peut ajouter quelque chose, la séparation de toutes les religions avec tous les États. Et on ne peut pas avoir la laïcité d'un coin et puis ne pas penser à d'autres. Ça veut dire qu'État français, quand même, je me demande, je n'ai pas entendu que vous avez parlé des violations depuis tout le temps, pas simplement cet État, ce président, les violations des lois laïques en France et puis par rapport à d'autres pays. Exemple, de soutenir à fond avec une vitesse grand V l'Arabie Saoudite, c'est quand même quelque chose, ou le Qatar et tout ça, je pense que c'est quand même difficile d'accepter. En plus, l'Europe, le fond bleu de rapport, je ne vais pas développer ça, et puis les 12 apôtres autour, ça pose quand même des problèmes de la laïcité européenne. Et puis d'autre part, c'est pas parce qu'on est religieux qu'on ne peut pas être laïque. Il y a des gens qui sont religieux et sont plus laïques que les gens qui se disent laïques. Donc on peut être laïque parce que la laïcité, c'est pas une religion. C'est vraiment la séparation. Il y a quand même quelques règles très simples. La séparation des églises et de l'État. Les cultes ne sont pas subventionnés, ne sont pas salariés, et ça, c'est pas respecté. Et par rapport à l'État français, quand même, hein, l'école laïque, vous voyez l'école laïque s'est transformée en quoi petit à petit, hein, avec le projet qui est actuellement, on va rentrer quand même dans le système de privatisation. Et privatisation, ça veut dire que la laïcité va être à la porte des écoles. D'autres choses, vous avez dit qu'il faut améliorer, il faut savoir comment on parle avec les autres et tout ça. Ben non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. On a des convictions, on défend comme des religieux, hein. Des religieux, ils ont leurs convictions, donc ils défendent leur... on n'a pas à dire, on ne dit pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un ou faire mal à quelqu'un. On le dit parce qu'on a des convictions. Donc on ne peut pas, les convictions laïques, ça ne peut pas être négociable pour dire, puisque maintenant je parle avec Pape, c'est comme ça, et si je parle avec Erdogan, c'est autrement. D'autre part, je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai bien entendu madame qui a intervenu, les droits de l'homme, bien entendu. Vous savez, moi, je n'ai pas rigolé quand vous avez dit que
les catholiques et les religieux, ils disent que les droits de l'homme a été écrit par les religieux. Les musulmans, ils disent la même chose. Parce qu'en fonction de leur pensée, parce que la femme n'a pas de place dans la religion. Donc, ce qu'ils disent, c'est vrai en fonction de leur regard. Je suis tout à fait d'accord qu'on change ce mot-là, droit de l'homme, et même aller plus loin, de marquer le droit des êtres vivants, parce qu'on est lié avec tout ce qui est végétal, tout ce qui est vivant, les animaux et tout ça, de quel droit on décide. Je dis donc, et j'aimerais bien avoir votre avis sur là-dessus. Bon, il y a pas mal de choses. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre, j'ai pris des notes. Vous avez parlé du drapeau européen qui est effectivement un symbole marial, et d'ailleurs celui qui l'a créé l'a dit lui-même, parce que en fait j'ai oublié son nom, hein, et c'est une personne à qui les responsables européens ont dit c'est un créatif, hein, on lui a demandé, un graphiste, on lui a dit est-ce que vous ne pouvez pas nous trouver quelque chose. Et il n'avait pas d'aspiration, il a repris la couronne d'étoiles au-dessus de la tête de Marie, et avec le bleu qui est la couleur mariale. Donc c'est un symbole marial. Mais l'histoire est faite de symboles qui ont migré, qui commençaient par être quelque chose, qui ont fini par être autre chose. Aujourd'hui, c'est le drapeau européen. Et c'est vraiment le drapeau européen. Donc moi, c'est un combat que je n'ai pas envie de mener. Parce que même si, au moment où il est sorti, j'aurais pu effectivement m'offusquer de ce qu'on prenne un symbole religieux pour l'Europe, aujourd'hui, si vous demandez aux gens ce que c'est que ce carré de bleu avec 12 étoiles, il y a très peu de gens qui vont vous répondre que c'est marial, mais ils vont vous dire que c'est le drapeau européen. Donc je dirais que l'interprétation laïque, ou en tout cas religieuse de ce symbole a déjà gagné la partie. Donc c'est plus la peine de s'offusquer de ce qu'à l'origine c'était autre chose. Moi c'est mon point de vue. Maintenant, je n'ai pas parlé des manquements à la laïcité en France, oui, tout simplement parce que j'étais venue pour parler d'Europe. Ils sont légion, et nous avons là aussi pas mal d'actions, d'ailleurs en collaboration avec le CLR, au plan français. Nous sommes également intervenus auprès du ministère de l'Intérieur quand il s'est agi de vouloir modifier la loi de 1905 en France parce que nous y étions opposés et on a expliqué pourquoi. Et puis apparemment on a été entendu, à force de le crier et le dire haut et fort, pour une fois on a été entendu, ce qui était quand même pas évident puisque apparemment on écoutait tout le monde, sauf tous les religieux, sauf les laïcs. Maintenant, quand vous parliez de dialogue, on défend ses convictions, on n'adapte pas son discours. Dialoguer, ça ne veut pas dire adapter son discours. Mais simplement, je voulais attirer votre attention sur le fait que nous ne sommes pas consultés sur le bien fondé de la laïcité ou sur le bien fondé des religions. Quand on nous demande de venir dialoguer, que ce soit le Parlement européen ou le Parlement européen ou la Commission européenne, on nous demande de parler de questions qui se posent à l'Europe. Je vais vous donner les deux derniers sujets qu'on a traités. Le premier, c'était l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Et le deuxième, c'était, alors c'était plus proche de notre sujet, les discriminations contre les non-religieux, contre les personnes qui n'ont pas de religion. Donc il se trouve que dans le premier, on s'est interrogé, quelle est notre compétence pour parler d'intelligence artificielle. Or, en réalité, quand il s'agit d'éthique, il y a bien une éthique laïque par rapport à une éthique religieuse. Et donc, c'était à nous de travailler le sujet, on y a passé du temps, et on a effectivement fait des recommandations, c'est-à-dire de notre point de vue laïque, comment nous voyons le développement indispensable de l'éthique en matière d'intelligence artificielle dans l'Union européenne. Et pour les non-religieux, on a mis en avant le fait que dans plus d'un pays de l'Union européenne, tout ça c'était venu du fait que, c'est un petit peu long mais s'il faut que vous compreniez tout, il y a un délégué permanent de la Commission européenne qui se balade dans le monde pour aller défendre les droits des minorités religieuses. Sauf que cette personne, nous avons demandé à ce qu'elle soit mandatée pour défendre le droit de toutes les minorités de penser et qu'elle défende la liberté de conscience et non pas seulement la liberté religieuse. Pour l'instant, on a beaucoup discuté avec les responsables religieux en les invitant à un dialogue entre eux pour qu'il n'y ait pas de discrimination contre les minorités. Mais quand il va en Égypte, il ne parle pas des athées qui sont condamnés à mort. Il ne parle pas du fait qu'on veut encore durcir la loi vis-à-vis des athées, pour ne pas parler des apostats. Donc c'est là-dessus qu'on s'est levé, et en plus on a attiré leur attention sur le fait que dans des pays européens, eh bien, on contrevenait à l'obligation de liberté de conscience, notamment quand on obligeait
des citoyens athées à subventionner des écoles religieuses, quand on les obligeait par leur impôt à payer pour des religions, que c'était une atteinte à leur liberté de conscience. Bien sûr, nous le faisons. Mais vous voyez que c'est toujours, quand on est face à des interlocuteurs européens, on va le faire par le prisme européen. Quand on est face à des interlocuteurs français, on va parler des problèmes franco-français exclusivement. Il ne s'agit pas de faire des concessions. Discuter n'est pas faire des concessions. C'est parfois être capable de dire, sur ce point-là, nous sommes en total désaccord. Vous pensez ceci, je pense cela. Et ça, c'est inconciliable. Donc, on vous demandera au peuple de trancher. S'il vous plaît, madame. Vous avez devant vous des Français, pour votre part, je pense, et donc attachés à la laïcité. Mais on entend beaucoup moins parler des accommodements raisonnables, qui sont quand même une tare du système, et particulièrement concernant l'école. Alors, est-ce que vous pourriez, d'une part, nous faire le point sur ces accommodements raisonnables en France et nous donner peut-être une perspective de ce qui se passe en Europe? Alors, les accommodements raisonnables, je dirais qu'ils sont de deux natures en France. Si j'essaie de faire une synthèse pour ne pas parler pendant trop longtemps, il y a le fait de payer de plus en plus, de subventionner de plus en plus les cultes en contournant la loi de 1905. Alors je vous donne un exemple, là on doit construire un lieu de culte, et ben, ça peut être une ville qui va le subventionner, et puis parce qu'il y a à côté un centre dit culturel, donc on va payer la construction du centre culturel, et puis la construction du bâtiment d'à côté, qui n'est pas officiellement un lieu de culte, mais qui sera loué à une association culturelle. Et à qui tout cela ne va coûter que le prix du loyer qu'elle aura à débourser. Donc, voilà par exemple une façon de contourner le non-subventionnement. Aujourd'hui, et je le dis clairement, l'État en France subventionne les cultes. Il le fait par omission, c'est-à-dire par exemple, on va avoir des exemptions de frais, des exemptions de droits de mutation, des exemptions de droits à payer sur les dons qui auront été faits aux religions. Ça représente beaucoup d'argent. Concernant plus particulièrement l'école, c'est la même chose. On subventionne les écoles religieuses. Les Américains, qui sont pourtant un État religieux, lui a observé cette séparation, et à écoles privées, fonds privés, à écoles publiques, fonds publics. Ça ne veut pas dire qu'ils traitent très bien leurs écoles publiques, mais au moins on ne dilapide pas, je dirais, les fonds publics vers des écoles privées. La liberté que donne la laïcité de monter des écoles privées, religieuses ou pas religieuses d'ailleurs, c'est pas une liberté créance. C'est pas parce qu'on en a la liberté que c'est l'État qui doit payer. Moi, j'ai la liberté de faire un tour du monde si je veux. Je vais quand même pas demander à l'État de me financer sous prétexte que je ne peux pas le faire toute seule. Donc on confond un peu trop souvent en cette matière la liberté d'entreprendre les choses et la liberté créance en se tournant vers l'État pour qu'il subventionne. Et aujourd'hui, quand je parlais du fait que le Conseil constitutionnel a déclaré que la laïcité était un principe constitutionnel dans deux aspects, séparation des églises et de l'État et non-subventionnement des prêtres, il n'a pas parlé du subventionnement des cultes, parce que s'il avait dit ça, ça aurait amené tout un corpus juridique existant en France à s'écrouler. Et ça, c'était pas possible. Aujourd'hui, depuis 1958, je suis en train de lire un livre très intéressant à ce propos, depuis 1958, on a entamé une politique de subventionnement toujours plus important des cultes, et elle se poursuit encore aujourd'hui, et de façon parfois très, très déguisée. Donc, c'est à nous d'essayer de faire la chasse à toutes ces subventionnements occultes. Il faut savoir que très récemment, la Ligue de l'enseignement, non c'est le CNAL, pardon, le CNAL a demandé à la Cour des comptes de chiffrer ce qui était versé annuellement aux écoles privées. Et je vous le donne en mille, la réponse de la Cour des comptes, qui est quand même un monde. On n'a pas les moyens de le faire. Je traduis, on ne veut pas le faire. Parce qu'effectivement, s'il y en a qui ont les moyens de le faire, c'est bien eux. Ils auraient pu effectivement comptabiliser ce qui est versé par l'État, ce qui est versé par les communes, ce qui est versé par les départements et ce qui est versé par les régions. Et on serait arrivé à un résultat tellement colossal qu'ils ont préféré décliner. Et j'oubliais que la deuxième, excuse-moi Babacar, la deuxième nature d'accommodement raisonnable,
c'est la capitulation devant des exigences de mouvements intégristes qui ont une démarche politique, c'est-à-dire, et en particulier, je dirais, d'intégristes musulmans, que là on écoute plus que les autres, pour imposer leurs lois. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer dans l'acceptation commune le fait qu'une musulmane, c'était quelqu'un qui était voilé. Ah bon? Où est-ce que c'est écrit ça? C'est-à-dire qu'on est en train petit à petit de normaliser ce que eux recommandent, c'est-à-dire l'acceptation la plus intégriste de l'islam. Et ça, c'est vraiment très préjudiciable aux libertés de nos concitoyens qui sont pas de culture, de religion musulmane, et parfois même de culture musulmane, parce que certains d'entre eux qui ont envie de laisser tomber la religion se font encore insulter par ces intégristes avec la bénédiction de ces quelques communes quand ils ne respectent pas ces observances les plus rigoureuses. Donc là, on est dans des accommodements raisonnables purs et durs. Avant de donner la parole, c'est quand on parle de ce point-là, ça me hérisse le poil parce que c'est énervant pour les gens qui sont de confession musulmane ou d'origine musulmane, ce qui est mon cas. Et on a quand même une grande responsabilité de nos élus, des gens qui nous gouvernent, qui aujourd'hui, enfin pour certains, je trouve que c'est un peu lâche parce qu'on a le sentiment qu'ils ne se sentent pas concernés par ce type de citoyens de ce pays. Parce que tous qui sont là, qui viennent d'autres pays, qui ont d'autres religions, qui sont là, on a le sentiment qu'ils ne pensent pas qu'ils sont là parce qu'ils partagent les valeurs républicaines, qui partagent les autres. Or, quand on décale un petit peu, qu'on aille sur la religion catholique, mais ils ne supporteraient pas ça quand si ça se passait sur la religion et sur le christianisme. Or, de ce côté-là, il y a du paternalisme, il y a énormément de trucs qui sont assez méprisants, assez condescendants pour des gens qui sont d'origine différente, qui n'ont rien demandé. Ils sont venus ici, non pas pour vivre comme ils vivent ailleurs, parce qu'il vaut mieux rester là-bas, parce qu'il y a au moins le soleil tout le temps, il n'y a pas trop de pluie. Enfin, il y a énormément de choses qui sont différentes ici. Quand on choisit d'aller dans un autre endroit, c'est parce qu'on va épouser une bonne partie, on laisse beaucoup de choses derrière soi. Et ce que toutes ces femmes ont laissé derrière elles, dans les pays d'origine de leurs parents, par moment ou de leur pays d'origine quand ils y sont nés, on est en train de les enfermer dans ce truc-là. Et moi, ce que j'appelle ça, c'est on les enferme dans des prisons invisibles, en fait. On reproduit exactement, on tolère exactement ce qu'ils ont fui pour certains. Parce que, regardez, les Iraniens, les Saoudiens qui sont emprisonnés là, ils luttent pour ça. Et donc c'est insupportable, et je trouve que c'est un point pour moi qui me blesse le plus, qui fait aussi pourquoi aujourd'hui je suis dans ce combat-là. Parce que pour moi, ce que j'ai encore à vivre, je le dédie à ce combat pour les valeurs que tout le monde veut. Tous les autres pays regardent vers nous. Et on n'a pas le droit d'abandonner les gens de l'extérieur, à plus forte raison ceux qui sont ici chez nous. Et ça, c'est insupportable. C'est ma minute de crise aiguë, parce que ça m'énerve. Merci. Oui, vous avez en partie répondu quand même au point que je voulais soulever, à savoir que justement dans votre exposé, vous avez quand même plus souvent opposé, disons, un régime théocratique et puis un régime laïque. Or, en fait, je crois qu'aujourd'hui, bon, en dehors de cas effectivement existants et qu'il faut combattre, je suis tout à fait d'accord, ce qui se pose aujourd'hui en Europe, c'est quand même la question du communautarisme. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, je crois que la laïcité, elle s'oppose au communautarisme. Le communautarisme, c'est à la fois, je dirais, dans certains pays, pas sous sa forme excessive, mais sous sa forme, je dirais, relativement traditionnelle, justement une tradition. Et je pense par exemple à l'Angleterre, qui a effectivement, depuis l'origine, une tradition communautaire, c'est-à-dire que les différentes communautés religieuses coexistent. Le rôle de l'État, c'est juste d'assurer la paix civile, donc pour dire les choses un peu familièrement, qu'il ne se tape pas dessus, quoi, mais c'est tout. Et après, chacun, effectivement, a plus ou moins, alors, a entièrement ses mœurs, je dirais, et plus ou moins sa loi. Parfois, ça peut aller jusqu'à la loi. Or, je crois que ce qui nous menace, quelque part, c'est ça, plus quand même, peut-être que, je dirais,
la vieille théocratie, et elle s'installe, je dirais, globalement en Europe, d'une part parce qu'il y a des pays qui ont cette tradition dans leur culture, et d'autre part parce que aujourd'hui elle s'installe même dans les pays qui avaient une tradition plus laïque. Mais je crois que la France a toujours été une exception, parce que si je prends le cas de l'Allemagne par exemple, en Allemagne on paye des impôts, enfin une petite partie d'impôts, disons, à la religion à laquelle on appartient. Et par contre, si on n'appartient à aucune religion, là, on a la possibilité, effectivement, de ne pas payer d'impôts. Et dans l'enseignement secondaire, on peut avoir la possibilité, dans les établissements publics, d'avoir des cours religieux. On n'est pas obligé de les avoir, hein. On n'est pas obligé de l'avoir, mais on a cette possibilité. Et ceux qui demandent à ne pas avoir de cours religieux, ils ont soit des cours, disons, de sociologie ou de philosophie, plus ou moins, ou d'histoire des idées, enfin ça dépend, il y a différentes formulations. Or, je trouve que déjà cette structure est profondément anti-laïque. C'est-à-dire que la laïcité, ce n'est pas une option parmi d'autres. Et c'est ça que je crois il faut combattre. L'idée que la laïcité, c'est une option autre que la religion. La laïcité, c'est une autre forme, effectivement, à la fois, je dirais, d'organisation politique et d'émancipation de l'individu. C'est ces deux aspects-là qui sont intimement liés. Et ce que je trouve, et finalement, si on prend le cas de l'Europe, à ma connaissance, je ne connais pas tous les pays dans le détail, mais je crois que la France est vraiment une exception sur le plan, effectivement, du lien entre, d'une part, cette question, effectivement, de l'émancipation de l'individu et de l'organisation politique. Et c'est lié véritablement à l'existence d'une république qui refusait qu'il y ait des intermédiaires, effectivement, entre l'individu et l'État, et qui voyait dans l'État une forme d'émancipation de l'individu. Et d'émancipation fondée, bien entendu, sur la raison et sur la capacité qu'a chaque individu de se servir de sa propre raison et d'exercer un sens critique vis-à-vis de toutes les formes de conditionnement. Donc je crois que c'est ça fondamentalement la laïcité. Et moi, ce qui me gêne un petit peu dans l'organisation de l'Europe, à la fois dans l'organisation des États européens et dans l'organisation de l'Europe, on le voit, c'est reproduit, c'est qu'on considère que d'un côté, il y a les religions, et d'un autre côté, il y a les non-religieux. Or, c'est pas ça la laïcité, et c'est ça qui, je crois, peut-être, notre ami voulait marquer en disant qu'il n'y a pas de dialogue. Bien sûr qu'il doit y avoir un dialogue, mais la laïcité est un principe non négociable qui permet le dialogue, mais qui ne doit pas commencer par la reconnaissance, peut-être à titre strictement d'égalité des religions. Voilà, je crois que c'est là un tout petit peu la nuance. Parce qu'aujourd'hui, parmi les accommodements raisonnables, on dit beaucoup, on va dialoguer avec les religions. Bien sûr, moi j'ai absolument rien contre le dialogue avec, et c'est ce que je fais, je dirais, couramment. Mais quelque part, quand je dialogue avec les religions, je ne dialogue pas avec l'élément religieux des religions. Je dialogue avec quelqu'un et je m'adresse à sa raison, même si par ailleurs il est religieux. Et je crois que c'est là qu'est la nuance, et c'est plus qu'une nuance, c'est un point essentiel. Et c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qu'il faut réaffirmer. C'est-à-dire que dans le dialogue avec les religions, ce n'est pas un dialogue avec les religions, c'est un dialogue avec des êtres humains qui, effectivement, ont des croyances religieuses, mais moi, je m'adresse à ces êtres humains et à leur capacité, effectivement, d'argumenter et de raisonner. Et là, c'est pas toujours un point qui est très bien établi, et dans les accommodements raisonnables, parce que ce que dit quand même la loi de 1905, c'est la République ne reconnaît aucun culte. Alors, qu'est-ce qu'on entend par reconnaître? Je dirais qu'elle prend acte de leur existence, c'est-à-dire qu'elle ne les nie pas, qu'elle protège ceux qui appartiennent à cette religion contre ceux qui voudraient, je dirais, leur faire du mal et les empêcher de pratiquer leur religion, mais elle ne les reconnaît pas comme interlocuteurs. C'est un point très important. Oui, mais là vous défendez la laïcité française. On est en Europe.
Donc, c'est ça, on n'a pas à défendre la laïcité française, elle est installée, elle est un principe constitutionnel, elle n'est pas mise en accusation en Europe. Je crois que si, elle est un peu mise en accusation. Non, Mais pas de façon frontale, bien entendu. mais non, c'est pas comme ça que les choses se posent. Si vous dites, encore une fois, moi j'ai trouvé, avec toute votre argumentation à laquelle j'adhère, bien évidemment, parce que c'est évidemment ça la laïcité. Mais simplement, vous parlerez comme ça pendant des heures et vous vous userez et vous aurez en face des gens qui ne vous entendront pas. Donc la question est donc de savoir comment fait-on passer les choses pour être entendu. Moi, c'était ça ma préoccupation au départ. Quand je suis arrivée au départ dans ces réunions européennes, j'étais comme vous, la laïcité c'est formidable, on doit l'appliquer. Mais non, attendez, vous allez expliquer à un Danois qui peut se marier depuis 3 ans maintenant, un Danois homosexuel qui peut se marier au temple depuis 3 ans, alors qu'au Danemark, l'église luthérienne est religion d'État. Vous allez lui expliquer qu'en France, la laïcité c'est mieux? Comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez avoir comme argument? Moi, j'en ai pas. Je ne peux pas donner des leçons à un pays qui a été en avance sur l'acquisition de toutes les libertés sur nous, alors qu'ils avaient une religion d'État. Donc vous voyez que c'est pas si simple, c'est très compliqué. Donc, en revanche, on n'est pas démunis. Nous avons ces textes qui définissent les droits humains. Et les droits humains, vous avez la liberté de conscience, l'absence de pression sur les individus, la non-discrimination. Il y a des points qui, à eux rassemblés, font ce que nous avons essayé d'obtenir et obtenu en France par la laïcité. Mais d'autres les ont obtenus autrement. Alors on va leur dire qu'ils ont eu tort? Je ne peux pas leur dire ça, ils l'ont obtenu. Ceux qui ne l'ont pas obtenu, oui. Alors là, j'ai un levier. Là où la liberté de conscience n'est pas respectée, j'ai un levier pour leur dire, vous devez faites comme vous voulez, mais vous devez respecter la liberté de conscience. Et au Danemark, il y a peut-être moyen de les faire avancer vers la séparation en leur disant, mais le principe d'égalité, êtes-vous sûr qu'il est bien respecté dans votre pays quand vous avez des gens qui sont luthériens plutôt qu'ils sont autre chose? Comment est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de discrimination? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des citoyens qui se sentent des citoyens de seconde zone parce qu'ils ne professent pas la religion officielle? C'est une question à poser. Mais si ce n'est pas le cas, si les Danois eux-mêmes disent ben non, on se sent très bien au Danemark, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Vous voyez, c'est pour ça que c'est très compliqué. Il y a des pays qui ont réussi à faire respecter les droits humains au travers d'autres organisations. Nous, en France, c'était impossible, c'était inenvisageable, on n'avait pas le choix. Donc on a bien fait. Et il faut tenir à notre laïcité parce qu'on n'a pas le choix. Mais dans tous les autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est pas simple. Donc, il faut bâtir sur ce que nous avons en commun. Maintenant, quelques mots de ce dialogue. On ne l'a pas demandé. Soyons bien clairs, il nous est tombé dessus. Parce qu'il était inscrit dans le traité de Lisbonne. C'était même pire que ça. Au départ, cet article, il devait y avoir, c'était un autre article qui disait, et qui existe toujours d'ailleurs, que la Commission européenne, les instances européennes devaient consulter très régulièrement la société civile. C'était toute la société civile. Et les églises allemandes en particulier, aussi bien les luthériens que les protestants que les catholiques, ont eu peur de perdre leurs prérogatives. Elles ont fait un intense lobbying pour qu'on sorte cet article de tout ce qui était en train d'être rédigé par la commission présidée par Giscard d'Estaing, et qu'on mette un article à part pour dire que les religions représentaient des structures à part, qu'il fallait consulter séparément et indépendamment de toutes les autres. Et là, il se trouve que c'est un laïc flamand qui passait par là, qui faisait partie de la commission de rédaction, qui s'est dit « mais ça ne va pas du tout, on ne va quand même pas consulter les religions sans consulter les laïcs ». Donc avec le ministre belge des Affaires étrangères, entre autres, il s'est battu pour que les laïcs soient intégrés dans cet article 17, et c'est à ce titre-là que nous sommes consultés. Alors les laïcs français ont dit, même réflexe que ce que vous avez dit, ah ben nous, il n'y a pas de dialogue, hein, aucune raison qu'on consulte les religieux, nous ne venons pas. La politique de la chaise vide, ça a été catastrophique. Parce qu'ils avançaient, parce qu'on leur laissait faire leur lobbying en toute impunité. Aujourd'hui, maintenant qu'on est là, on les bloque. Donc ça ne veut pas dire qu'on est favorable à ce dialogue, mais je n'ai pas encore trouvé d'autres façons de les bloquer. Et d'autres façons de lutter contre ce qu'ils essayent de faire, c'est-à-dire faire reculer nos libertés. Donc la politique, c'est, malheureusement, moi j'ai appris ça, beaucoup de patience, beaucoup de pragmatisme, tenir bon sur les principes qu'on défend. Mais
être très souple sur les moyens, parce qu'on n'a pas la liberté du choix des moyens. Oui, ça marche ça? Je sais pas. Oui. Ah oui, oui, je sais pas très bien parler dans la micro, pas l'habitude. Alors, d'abord, première chose, j'ai plusieurs choses à dire, mais peut-être que je ne vais pas réussir à tout exprimer là, parce que bon, il n'y a pas que moi. D'abord, je voudrais quand même remercier, parce que moi, je ne suis pas membre du comité Laïcité République. De temps en temps, je suis quand même très attentive à tout ce qui se passe concernant cette question-là. Mais je dois remercier donc le comité Laïcité République d'avoir organisé cette conférence et surtout ce débat. Parce qu'actuellement, on peut constater que depuis un certain nombre d'années, je dirais même depuis les années 80, le débat est complètement impossible. La question de la laïcité est une question fondamentale. Fondamentale en France, je vais y revenir, et fondamentale bien sûr dans l'Union européenne. Mais là, je veux dire que personnellement, je ne pense pas que ça soit possible compte tenu de l'origine de l'Union européenne. Alors, je souscris tout à fait à l'intervenante précédente, ce qu'elle a dit, parce qu'effectivement, c'est le problème de fond. Et pour revenir en France, je n'ai pas encore entendu parler du Concordat. Mais il existe en France. Ce vestige du Concordat napoléonien, avec, oui, ça c'est plus que des arrangements, des accommodements. Hein. C'est des accords. Voilà, ce sont des accords, et le Concordat est toujours en fonction, est toujours en exercice dans 3 départements français, dont 3 départements français qui ne sont pas dans la République laïque, indivisible, constitutionnelle. Voilà. Donc, commençons déjà par regarder ce qui se passe dans notre pays. Comment se fait-il que depuis des gouvernements dits de gauche, parce qu'il faut quand même bien pointer les responsabilités quelque part, comment se fait-il qu'on en soit toujours là en 2019? Ces trois départements sont, pour ceux qui ne les connaissent pas, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, qui ont donc non seulement sur le plan, par exemple, du financement des religieux par l'État, mais aussi sur l'organisation de l'école, puisque les cours de religion sont dans l'école, j'ose pas dire publique évidemment, l'école concordataire. En matière de sécurité sociale, regardez les lois, la loi de 2017 par exemple, ou 2007, la loi de Bachelot, fait un statut particulier pour ces 3 départements, évidemment, puisque nous sommes dans des départements concordataires. Donc ce sont des départements hors de la République. C'est quand même un petit problème, ça. Hein. Alors pour en revenir à l'Union européenne, bon, pour moi, les choses sont très claires depuis le début. L'Union européenne, elle est construite sur les racines chrétiennes de l'Europe. Et je constate qu'actuellement, on ne parle plus d'Union européenne, on parle d'Europe. Non, c'est l'Union européenne. L'Europe, c'est beaucoup plus large. La Russie fait partie de l'Europe. Hein. Bon, on peut même dire que la Turquie fait partie de l'Europe. Alors, mettons les choses, mettons aussi, au point de vue du vocabulaire, mettons-nous bien d'accord sur le vocabulaire, même si notre président de la République parle constamment de l'Europe et non plus de l'Union européenne. Mais on sait bien pourquoi. Donc l'Union européenne, elle a été construite au départ sur les bases des racines chrétiennes, et le drapeau européen en est parfaitement l'illustration. C'est pas une petite plaisanterie au passage, ça. Hein. Alors si aujourd'hui le drapeau européen fond bleu avec les 12 étoiles passe comme, bon, bah, c'est le drapeau européen, point, comme vous avez dit, c'est... Bon, bah maintenant c'est acquis, c'est admis et tout ça. Moi, personnellement, je refuse que ce drapeau européen soit sur les édifices publics de la République. Parce que je ne reconnais pas ce drapeau qui est effectivement un symbole religieux. Et si on expliquait aux citoyens, mais combien de citoyens savent
que ce drapeau est un symbole religieux. Il faudrait peut-être leur dire déjà. Hein. C'est pour ça que je vous dis que le combat est gagné. Mais on est là pour y participer, madame. Donc, le drapeau, et je rappellerai aussi la devise de l'Union européenne, vous la connaissez sans doute, unité dans la diversité. Ah bon? Mais alors, je ne vois pas comment on peut parler de laïcité, là. Unité, ça veut dire un. C'est-à-dire que l'Union européenne, en fait, c'est la construction, là aussi, ça ne se dit pas, parce qu'on ne peut pas tout dire quand même, hein. C'est un État supranational, c'est-à-dire un État qui va se mettre au-dessus des États membres, qui eux vont disparaître, parce que les États-nations aujourd'hui, vous savez, les États-nations défendent un État-nation, oh là là, c'est le nationalisme, c'est le Front National, c'est affreux quoi, c'est les camps de concentration, c'est tout ça. Vous savez, les camps de concentration, ça peut arriver autrement que par le Rassemblement National. Bon. Donc, pour moi, l'Union européenne, c'est ça. Alors, unité dans la diversité, c'est quoi? Ben, c'est les croyants, les non-croyants, etc., etc. Donc, le fameux dialogue entre les croyants et les non-croyants. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un dialogue entre des croyants et des non-croyants. Je sais ce que c'est qu'un dialogue entre des citoyens. Je sais ce que c'est qu'un dialogue au niveau, par exemple, syndical. Mais un dialogue entre croyants et incroyants, je ne sais pas, parce que pour moi, c'est un monde qui m'est complètement étranger. Donc je ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui est d'une autre planète que moi. Bon. Donc il y a quand même beaucoup de choses, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, en France, pour revenir à la France, parce qu'on est quand même ici dans notre pays, la nation encore, la laïcité, c'est un point fondamental. Et nous savons très bien, j'ai entendu le discours de politique générale de notre Premier ministre, enfin du Premier ministre, pas notre, du Premier ministre, sur la question de la loi 1901. Oh, ça a été très très rapide. Hein. On ne peut pas dire qu'on y a passé beaucoup de temps, on ne sait pas dans les détails, mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, et vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, c'est qu'il est question de mettre en place une organisation de l'islam de France. Ben, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'islam de France. De même que je ne sais pas ce que c'est que les protestants de France. De même que les catholiques de France. Pour moi, ça n'a aucune signification dans un pays qui est régi par la loi de 1905, c'est-à-dire par la loi de séparation des églises et de l'État. Alors, le dialogue dont vous parlez ici, ben, moi personnellement, je pense que d'une part, ça ne peut pas aboutir, mais c'est pire que ça, parce que ça entretient justement tout le lobbying religieux, et on sait très bien, par exemple, que le créationnisme a de beaux jours devant lui dans l'Union européenne. Créationnisme, bon, je n'ai pas besoin de définir, ici, tout le monde, je pense, sait ce que c'est. Donc il y a quand même énormément de problèmes, et encore une fois, c'est un problème fondamental en France en ce moment. Il va y avoir, sans qu'on en sache encore exactement le contour, il va y avoir une attaque contre la loi de 1905. Accommodement, on va l'appeler comme on veut, hein, mais bon, on n'est pas nombreux, mais c'est déjà bien, donc il va falloir grossir. Bon, juste je reviens, je voudrais vous donner un exemple de ce qui s'est passé avant que les laïcs soient représentés dans ces réunions de dialogue à l'article 17. Comme ça, vous comprendrez mieux pourquoi on estime qu'il faut y être. Il y a quelques années, il y a auprès de la Commission européenne un groupe d'éthique européen. Ce groupe conseille la Commission européenne sur les politiques à mettre en œuvre et sur l'éthique à respecter, sur les politiques de l'Union européenne. Il y avait dans la définition même des fonctions des gens qui pouvaient postuler à faire partie de ce groupe, une compétence qui était demandée, la théologie. Donc, de façon tout à fait logique, sur les 15 membres de ce groupe d'éthique européen, on avait quand même 9 personnes qui étaient sous la dépendance de l'Église catholique.
dont une vierge consacrée, quelques curés, etc., etc., et des professeurs d'université catholique. Les laïcs s'en sont rendus compte tardivement, parce que précisément, ils n'étaient pas là. Ça s'est passé en leur absence. Donc, on a déposé, c'est une association belge d'ailleurs, une association amie, l'AEPL, l'Association européenne de la pensée libre, a déposé une plainte auprès du médiateur de l'Union européenne, en disant que la liberté de conscience n'était pas acquise. J'oubliais de dire que l'une des actions perverses de ce comité d'éthique a été que lorsque l'Union européenne a versé des crédits pour la recherche en matière de recherche fondamentale en biologie, elle a exclu toute recherche qui revenait à travailler sur des cellules souches. Donc voilà le résultat concret de ce genre de situation. Là, on ne parle pas de principe. Hein. Et donc, c'est à partir du moment où nous avons porté plainte et nous avons été reçus, la plainte a été considérée comme recevable et le médiateur a tranché dans notre sens. Le nouveau groupe d'éthique européen est laïque, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la théologie pour recruter les membres de ce groupe d'éthique, et il se prononce désormais selon des critères réellement éthiques et pas des critères religieux dictés par le Vatican, pour être très clair. Donc voilà le genre de choses qu'on a obtenu. Alors si ce n'est pas un résultat positif, je ne sais plus comment je m'appelle. Moi je voudrais dire qu'en France c'est un État laïque, mais dans les autres pays d'Europe, de façon générale, on pourrait parler de la sécularisation de la société. Il n'y a pas d'État laïque vraiment. Alors pour venir en France, je suis absolument contre la politique de la chaise vide. Je suis de Rennes. À l'issue des dernières élections municipales, la mairie a mis en place le comité consultatif de la laïcité de la ville de Rennes. Eh bien, il y avait 40 personnes dans ce comité, des religieux, des personnes qualifiées, des laïcs, des membres de différentes obédiences philosophiques. Et donc, ce comité s'est réuni à plusieurs reprises, a fait une charte de la laïcité pour la ville de Rennes, qui est globalement, à mon avis, positive, même s'il y a il pourrait y avoir des modifications à apporter, a fait des brochures, a assuré la formation du personnel municipal sur ce que c'est qu'être, avoir une attitude laïque dans sa profession, a formé, a publié des brochures à l'intention des agents du service public. Au fil des années, ce comité, petit à petit, s'est effiloché. Et ce sont les religieux qui sont partis. Quels sont ceux qui sont restés? Ce sont les laïcs. Et ils se sont servis non seulement de cette tribune, mais aussi du comité, puisque moi j'étais membre jusqu'à ces derniers temps secrétaire du comité Laïcité 35. On s'est servi de tout ce que nous apprenions de la part de la mairie, de ce qui se passait dans les quartiers, pour rappeler toujours ce qu'est la laïcité, ce que doit être la laïcité dans une municipalité. Et nous avons pointé particulièrement les subventions accordées au culte. Je vous donne un simple exemple. Il y a quelques jours, à l'occasion de la fin du Ramadan, il y a eu la fin du Ramadan auquel ont participé tous les élus principaux de Rennes. Ça, c'est une première question. Et en plus, ils en ont profité pour inaugurer le nouveau centre culturel et cultuel, la rénovation de ce centre, qui a coûté 430 000 €. Dans ce centre culturel et cultuel, il y en a 7 actuellement à Rennes. On fait passer, bien sûr, dans le centre culturel existe la mosquée. Quand vous refaites la toiture du centre culturel, dans lequel se trouve la mosquée, vous refaites aussi la toiture de la mosquée. Quand vous changez la moquette de la salle de prière, qui sert aussi de lieu pour des conférences publiques,
Cette moquette qui coûte 55 000 €. Il s'agit bien de la part de la municipalité de la subvention des cultes. Alors, il ne s'agit pas de partir, il ne s'agit pas de ne faire pape. Dans ce comité Laïcité 35, qui est un collectif d'associations, nous ne pensons pas tous la même chose. Mais nous défendons ce que nous pouvons défendre en commun. Et quand nous avons, moi en tant que membre de EGAL, il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout dans ce comité, eh bien, nous faisons des actions au nom de notre propre association sur d'autres points qui ne peuvent pas être défendus par l'ensemble du comité. Donc, je suis vraiment contre la chaise vide, je suis contre les annales, et pour l'Europe, je pense qu'il faut vraiment, vraiment que les laïcs soient là pour dialoguer. Bon, on va prendre quelques questions. Oui, bonsoir, Karen Mersch. Je vous remercie d'abord beaucoup pour cette conférence qui était très claire. Ma question sera courte. On a constaté récemment qu'il y a parfois un soutien de l'Europe aux décisions françaises, mais des critiques qu'on entend au niveau international, type ONU. À quel point est-ce que l'Europe résiste à cette influence en fait qui est plus internationale? Est-ce que c'est vécu comme une autorité supérieure, ou est-ce qu'au contraire l'Europe tient bon pour protéger la diversité, y compris la vision que nous avons en France de la laïcité au sein de notre État? Du côté des institutions européennes, c'est-à-dire aussi bien Parlement que Commission, ça ne rentre même pas en ligne de compte. À partir du moment où c'est de la responsabilité des États, ils ne s'en mêlent pas. Du côté de la Cour européenne des droits de l'homme, ou de la Cour de justice européenne, qui sont en fait les deux instances de recours auxquelles on peut faire appel quand on est un citoyen qui s'estime lésé par son gouvernement, c'est assez variable. On a eu jusque-là pas mal de jugements pas trop défavorables, plutôt favorables à la France, parce que ce qu'examine la Cour, en fait, c'est la conformité du droit national au texte international. Est-ce que la loi française, dans la circonstance, respectait la Convention européenne des droits de l'homme, oui ou non? Quand il s'agit de la Cour de justice européenne, c'est est-ce qu'elle respecte la Charte des droits fondamentaux, oui ou non? Donc, jusque-là, ils ne sont pas trop intervenus parce que notre droit est en conformité avec ces textes fondamentaux. Donc après, il faut apprécier si dans la situation qui est particulière qui est posée au tribunal, la loi était bien appliquée ou pas. Et là, ça dépend un peu. C'est vrai que quand on a eu un peu peur à un moment avec la Cour de justice européenne parce qu'on a eu un procureur anglais, c'est une femme anglaise qui a plaidé et qui a plaidé pour le communautarisme contre la laïcité. Manifestement, c'était son opinion. Et on n'est pas à l'abri de ça. Mais jusqu'à maintenant, ces institutions ont tenu bon. Et l'ONU est influente en fait elle est écoutée ou pas en fait? Alors, l'ONU, on est là dans une opération de manipulation extraordinaire, puisqu'en fait, ceux qui défendaient Madame Afif, qui était en litige avec Babilou, sont en fait des activistes islamistes, islamistes, c'est-à-dire intégristes de l'islam. Donc, ils ont été, logiquement, après tous les jugements qu'il y a eu en France, ils auraient dû se pourvoir auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Comme ils savaient qu'ils n'auraient pas gain de cause, ils ont cherché une institution qui leur donnerait raison. Et ils ont trouvé l'ONU, qui est, attendez, c'est un comité de 2e ou 3e ordre qu'ils ont été voir, mais quand ce comité pose une question à l'État, la France doit répondre. Ça ne veut pas dire qu'elle doit revoir sa loi, elle peut très bien lui répondre, allez vous circuler, il n'y a rien à voir, en gros, pour être poli. Et c'est d'ailleurs, d'après ce qu'on m'avait dit au ministère des Affaires étrangères, c'était en gros la teneur de la réponse que la France préparait. Maintenant, je n'ai pas eu la réponse entre les mains, si elle est partie. Alors moi, il y avait une question que je voulais poser, parce que j'ai le sentiment que ça m'a donné, il y a eu une rencontre entre le pape François et en Égypte, je crois, avec le grand Mamamouchi là-bas. Et ben, j'ai eu le sentiment qu'ils étaient de connivence pour essayer de faire un glissement sémantique, petit à petit remplacer la liberté de conscience avec la liberté de croyance, c'est-à-dire de religion et de...
j'ai le sentiment que le combat prochain qu'ils sont en train de mener, c'est créer une sorte de brouillard dans la tête des gens, le substituer au fur et à mesure pour qu'on oublie la liberté de conscience. Elle est plus compliquée à comprendre, la liberté de conscience, que la liberté de croyance ou de non-croyance, la liberté de religion. La liberté de conscience, elle précède tout. Et donc, le glissement sémantique qu'ils sont en train de faire dans leur discours, ils sont de connivence en plus. Hein. Deux religions qui se tapent dessus, mais qui bossent après, ils s'entretuent après. Mais c'est ça qui, pour moi, aujourd'hui, nous guette, parce qu'ils savent que, et là, ils tiennent beaucoup, on est beaucoup nombreux et tout, mais ils jouent sur cet aspect-là. C'est un sentiment personnel, je ne sais pas si c'est partagé. Oui, oui, c'est tout à fait le cas. C'est eux qui poussent à ce que l'on parle de liberté de religion. Et il y a des tas d'équivoques que les responsables religieux entretiennent. Il y en a une autre qui est de taille, parce qu'on me l'a dit en direct, donc je ne peux pas l'ignorer, mais je m'en doutais quand même. L'Église catholique se pose comme le représentant de 48% des Européens, parce que 48% des Européens sont soit baptisés, soit d'origine catholique. Mais sauf que quand le représentant du Vatican m'a dit ça au Parlement européen, je lui ai dit mais non, mais je ne pense pas que les catholiques européens vous aient élus pour les représenter. Il n'a pas apprécié du tout, il m'a dit moi non plus. Je lui ai dit moi non plus, non. Nous représentons vous et moi des courants de pensée. Mais nous ne sommes pas légitimes à dire et à affirmer que nous représentons des individus. Aucun responsable religieux n'a été élu pour représenter des citoyens. Et j'étais désolée que ce soit moi qui le dise, alors que j'étais au Parlement, qu'il n'y avait que des élus du peuple, qui étaient légitimes à lui faire cette réponse-là et qui ne la faisaient pas. Mais il faut leur rappeler en permanence, ils représentent des cultes, ils représentent des courants de croyances, de pensée, tout ce qu'on veut, de philosophie, tout ce qu'on veut, mais pas des individus. Ce sont nos élus politiques qui nous représentent, point. Je prends une dernière question alors, si vous voulez bien. Alors moi, je voulais vous poser une question parce que j'ai entendu, je rebondis ce que dit madame là par rapport au cours de religion en Allemagne. Je sais que même en France, il y a des cours de culture religieuse. Et moi, j'ai eu l'occasion de faire ça, une année, 2 ans même, des cours de culture religieuse, c'est-à-dire que j'ai parlé de toutes les religions. Et moi, je pense que c'est important qu'on sache qu'on parle Alors, est-ce que la laïcité est compatible avec des cours de culture, enfin de religion, mais de culture religieuse, c'est-à-dire expliquer, pour qu'on se connaisse, que toutes les religions, donc j'ai parlé de l'islam, j'ai parlé des chrétiens, voilà, et l'histoire en plus, Alors, la position des associations laïques, elle est assez claire à ce sujet. On ne veut pas de matière sur la religion. Il n'y a pas de matière spécifique. En revanche, qu'au cours de l'histoire, on apprenne l'importance des faits religieux dans l'histoire, leur influence sur l'art, sur la littérature, etc., pourquoi pas. Mais quand on apprend la Bible au cours de littérature, je reste dubitative. Parce que, comme livre, si on doit apprendre la belle écriture, ça se discute au niveau de la Bible quand même, parce que c'est pas terrible au niveau de l'écriture. Donc quel est l'intérêt d'apprendre la Bible en cours de littérature? Là, quand même, on est allé, à mon avis, beaucoup trop loin. Oui, mais c'était quand même au programme en classe de Mais je suis d'accord avec vous, c'est au programme. 20 ans, et c'était pas des cours religieux, c'était étudier les mythes. Et c'était bien le mot mythe, et le mot mythos, ça veut quand même dire récit. Je trouve aussi recontextualité, c'était pas de la propagande qui était faite en classe de 6e, quand c'était au programme. Oui, mais quand c'est en cours de littérature, ça me pose problème. Quand c'est en cours d'histoire, ça me pose aucun problème. En cours de littérature, oui. Oui, mais alors comment étudier Victor Hugo si on ne connaît pas l'histoire d'Abel et Caïn? On ne comprend rien à ce qu'on lit. Mais on peut l'expliquer à ce moment-là. Oui, bien évidemment, mais on n'en fait pas de la propagande, mais il faut bien... Attendez, je vous parle de classes qui sont sur un trimestre sur la lecture de la Bible, hein, dans l'école publique. Oui. Promis, dernière question. Excusez-moi pour prendre la parole une deuxième fois. D'abord, vous avez parlé du dialogue entre les croyants et nos croyants. Les croyants et les croyants... Non, entre les responsables religieux et les associations laïques, ce n'est pas la même chose. Oui, mais vous avez dit qu'il y a un dialogue entre les croyants et nos croyants. Moi, je ne vous considère pas comme nos croyants. Non, attendez, là, c'est hors champ. Je ne m'en occupe absolument pas de ça, de ce dialogue-là. Non, mais ce n'est pas une question que je vous accuse d'être responsable de ça. Mais il y a des... Moi, je refuse obstinément de dire des croyants et nos croyants. Moi, je crois à l'humanité, je crois à toute relation autre. On n'a pas les mêmes visions que les croyants religieux, donc
C'est quand même... Mais les dialogues existent entre les créationnistes et les évolutionnistes. C'est les dialogues, mais c'est plus vrai. Et vous avez parlé aussi du Danemark qui sont en avance il y a 3 ans. Non, dans la laïcité, on ne s'occupe pas des gens qui se marient. Au contraire, on défend le droit. Maintenant, le droit avec un grand D, on défend les gens qui veulent vivre ensemble et tout ça, ils ont le droit de vivre. Troisièmement... Il l'avait dès 81 au Danemark, oui. Pardon? Il l'avait dès 81 au Danemark. Oui, mais j'ai dit, mais dans la laïcité, de toute façon, on ne s'occupe pas des gens qui s'aiment, on défend. On a bien vu que les laïcs étaient derrière, et puis de l'autre côté, il y avait quand même le mariage pour tous. On a vu les résultats, et puis récemment, on a vu pour Vincent Lambert que l'Église a gagné. Donc, troisièmement, on a entendu quand même les chaises vides. Moi, je préfère quand même ce tapis-là. Moi, j'ai rien contre ça. Ce tapis de la mosquée, hein, qu'il s'est payé par l'argent public. Parce que moi, je reviens encore à ma profession, que je ne laisse plus, l'école. Je préfère encore ces 55 000 euros de faire quand même un petit labo physique-chimie pour une petite école. Et on voit bien les élaborements de ces écoles-là, que de payer un tapis pour la mosquée. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, mais ça, on est tous d'accord là-dessus. Oui, donc c'était très... Je crois que c'est le mot de la fin. C'était très animé. Je trouve c'est excellent. Enfin, le sujet tel qu'on l'a pris, parce que bon, c'est vrai qu'il y a énormément de nuances dans les approches laïques dans les autres pays. Pour moi, ça m'a beaucoup enrichi, quoi. Je tenais beaucoup à ce qu'on parle, enfin qu'on sorte un peu de notre laïcité française, qu'on apprécie et que le monde entier nous envie. Et j'ai vu, ces derniers temps, avec tous ces troubles-là, j'ai constaté que même en Afrique, il y a énormément de pays qui ont dans leur constitution la laïcité. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus prégnant parce que le danger qui nous guette tous est aussi de ce côté-là. Et je trouve que c'est très encourageant parce que beaucoup le réaffirment à chaque fois qu'il y a des coups de boutoir qui sont faits par toutes ces communautés-là. Et je trouve que c'est vraiment formidable, quoi,